La nuit s'était refermée sur la ville comme une paupière lourde. Il se réveilla, haletant, au bord du cri, sans savoir si ce qu'il venait de vivre appartenait au rêve ou à la mémoire. Une voix douce et lointaine murmurait son nom derrière un mur invisible. Sur la table, un verre d'eau tremblait encore, comme si une main invisible l'avait touché. Dans le miroir, son reflet ne bougeait plus à l'unisson. Une angoisse muette le traversa. Et si ce n'était pas lui qui rêvait, mais une autre conscience, nichée au fond de la sienne, qui rêvait à sa place? Alors il comprit que le danger n'était pas à l'extérieur, mais dans les couloirs silencieux de son esprit. Il se leva, le cœur battant, décidé à découvrir ce qui, en lui, le contrôlait depuis toujours. Le lendemain, il se pencha sur ses notes de la veille, découvrant des phrases qu'il ne se souvenait pas avoir écrites. Yobé, ce n'est pas toi qui choisis. Yo, les mots semblaient le narguer, griffonnés avec la même écriture que la sienne, mais animés d'une autre intention. En séance, devant ses patients, il entendait leur voix se mêler à la sienne, comme si chaque confession révélait un fragment de sa propre mémoire refoulée. Le monde devenait un miroir fractal, reflétant non pas les autres, mais l'invisible tyrannie de son inconscient. Son patient du jour, un homme au regard fiévreux, décrivit un rêve identique au sien. Les mêmes murs, le même souffle derrière la porte. Une coïncidence impossible. Il sentit une terreur familière l'envahir. L'inconscient collectif dont Freud parlait n'était peut-être pas une théorie, mais une contagion. Chaque rêve partagé semblait ouvrir un passage, un espace commun où les âmes s'influencent en silence. Était-il encore le médecin? Ou déjà le malade? En rangeant un vieux dossier, il découvrit une photographie déchirée. Un visage féminin, partiellement brûlé par le temps. Au verso, une écriture fine. Yobé, celle que tu as oubliée, te regarde encore. Yo, un froid ancien l'envahit. Le souvenir d'un amour interdit, effacé de sa mémoire consciente, ressurgissait sous forme d'écho. Ce n'était plus seulement une enquête psychique. C'était une descente vers ce qu'il avait fui toute sa vie. Cette nuit-là, il décida de ne plus fuir le rêve. Il s'endormit volontairement, laissant son esprit s'ouvrir aux ténèbres intérieures. La porte réapparut, la même que dans le rêve du patient. Une voix désormais claire lui demanda d'entrer. Il posa la main sur la poignée et sentit un souffle glacé remonter jusqu'à sa conscience. Ce qu'il allait voir ne serait pas une image, mais une vérité, celle que l'homme porte en lui comme une ombre fidèle. Lorsqu'il franchit la porte du rêve, la lumière changea brusquement. Un clair-obscur d'or et de cendre envahit l'espace, une pièce sans mur, flottant entre veille et sommeil. Là, il vit un homme assis, lui-même, plus jeune, le regard fixe et moqueur. Aucun mot ne fut échangé, mais le silence avait la densité d'une confession. Le double lui fit signe d'approcher. Il comprit alors que cet être n'était pas un fantôme, mais la somme de tout ce qu'il avait refoulé. La peur, la honte, le désir. Une lutte muette commença non pas entre deux corps, mais entre deux volontés, chacune revendiquant la souveraineté du même esprit. Le double s'avança et posa la main sur sa tempe. Instantanément, des images jaillirent. Un bureau encombré, un rire féminin, un enfant qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il sentit aimer d'un amour oublié. Chaque souvenir le transperçait comme un aveu d'un crime sans témoin. Il ne contrôlait rien. Les images défilaient d'elles-mêmes, orchestrées par cette autre partie de lui qui savait tout. L'inconscient, enfin incarné, prenait la parole par les visions. Il voulut raisonner cette apparition, se remettre dans la posture du psychanalyste. Mais le double d'un ton ironique lui dit sans parler. « Yobé, qui penses-tu soigner, sinon toi-même » Yo, tout bascula. La pièce devint son propre cabinet, mais inversé, le fauteuil vide et lui couché sur le divan. Dans ce renversement du rôle,
Il comprit la vérité. Il s'était toujours parlé à lui-même, utilisant ses patients comme miroir de ses fractures. Du fond du rêve, un souffle d'enfant résonna. Le double s'effaça lentement, laissant place à la silhouette floue d'un garçon aux yeux clairs. Il reconnut ce regard. C'était le sien, à 7 ans, juste avant la première peur. L'enfant s'approcha et lui dit « Yobé, tu m'as laissé seul trop longtemps. » Yo, à cet instant, il comprit que l'inconscient n'était pas un monstre à vaincre, mais un enfant à écouter. Et cette voix, minuscule mais vraie, ébranla tout l'édifice de sa raison. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait de nouveau dans sa chambre. L'aube filtrait à travers les rideaux, et le silence avait changé de texture, moins hostile, presque vivant. Mais quelque chose persistait, une empreinte. Dans le miroir, son reflet lui souriait légèrement, autonome. L'inconscient n'était pas parti, il s'était simplement intégré. Il comprit qu'on ne se libère pas de soi-même. On apprend à vivre avec ce qu'on a nié. Le rêve venait de lui rendre la clé de sa propre liberté. La ville semblait familière, mais tout y vibrait d'une dissonance subtile. Les passants, les vitrines, même la lumière du matin semblait répondre à un ordre invisible. Chaque reflet de vitrine renvoyait un visage légèrement différent du sien. Parfois plus jeune, parfois plus dur. Il avait cru se réveiller. Mais la réalité avait l'étrange consistance du rêve. Dans la rue, un mendiant lui dit « Eh gars, tu crois marcher librement, mais c'est ton ombre qui te conduit ?» Yo, ces mots le suivirent, comme une malédiction. Le monde extérieur n'était qu'un théâtre, une mise en scène de son inconscient collectif. Au café où il avait l'habitude d'écrire, les conversations semblaient étrangement synchronisées. Chaque mot prononcé autour de lui répondait à une pensée qu'il n'avait pas dite. Il se demanda si l'univers tout entier n'était pas un miroir conscient, une scène où son inconscient projetait ses propres conflits sous forme de gens ordinaires. La serveuse lui sourit avec bienveillance, et pendant un instant, il reconnut dans ses yeux la même lueur que celle de son double. Il détourna le regard, terrifié à l'idée que le monde entier pût être lui. En rentrant chez lui, il entendit un rire sec, familier. Son double l'attendait, assis dans l'ombre, un verre à la main. « Yoga, tu crois encore à la vérité ?» Yo, dit la voix intérieure. « Oge, elle n'existe que dans ton besoin d'ordre. » Yo, l'homme sentit son assurance se dissoudre. Ce rire n'était pas moqueur, mais plein d'une tendresse impitoyable. C'était la voix du mensonge qu'il s'était raconté toute sa vie. Celle d'un homme bon, lucide, maître de lui. Il comprit alors que même la vertu peut être une illusion morale issue du déni. Une silhouette apparut dans l'entrebâillement de la porte. La femme de la photographie. Elle semblait avoir à peine vieilli. Ses yeux portaient la même douceur inquiète qu'autrefois. Mais ils reflétaient désormais la distance d'un rêve. « Yoge, tu m'as effacé pour te protéger. » Yo, dit-elle calmement. « Oge, mais on ne peut pas supprimer ce qu'on aime sans se mutiler soi-même. » Yo, chaque mot fissurait son monde intérieur. Elle n'était peut-être pas réelle, mais son apparition fit s'effondrer le dernier refuge de son mensonge, celui d'un passé oublié volontairement. Il s'approcha d'elle, le cœur battant, et osa enfin poser la question qu'il avait fui toute sa vie. « Yo, et pourquoi m'as-tu quitté ?» Yo, elle sourit tristement. « Jagé, parce que tu t'es effacé avant moi. » Yo. Ces mots suffirent à tout éclairer. Ce n'était pas elle qui était partie, c'était lui qui s'était retiré dans les profondeurs de son propre oubli. L'amour, compris soudainement, n'était pas un lien entre deux êtres, mais un dialogue entre deux consciences, cherchant la même lumière dans la nuit intérieure. Depuis cette nuit, rien ne tenait plus en place. Les objets semblaient bouger d'eux-mêmes, les voix se mêlaient, les heures se tordaient. Son esprit, réveillé à lui-même,
commençait à se fissurer. Il comprit que chaque prise de conscience a son prix. Plus il voyait clair, plus la réalité se fragmentait. Une peur sourde grandissait. Et si la vérité n'était pas la guérison, mais la dissolution, dans le miroir, son reflet se détourna, refusant de croiser son regard. Quelque chose en lui résistait à la lumière. Des murmures se mirent à emplir sa maison. D'abord un, puis deux, puis une multitude. Chaque voix répétait ses propres pensées avant qu'il ne les formule. Il se sentit assiégé par lui-même. Était-ce la folie ou l'ultime défense de l'inconscient refusant l'extinction de ses ombres? Il tenta de se souvenir des enseignements de Freud. Reconnaître le refoulé, c'est déjà le désarmer. Mais les voix, moqueuses, lui répondirent. « Ega, tu ne veux pas savoir, tu veux croire que tu veux savoir. » Yo, le mensonge suprême était là. Il s'effondra sur le sol, le souffle court. La frontière entre son corps et son esprit se dissipa. Tout se replia en lui. Souvenirs, désirs, peur. Comme des vagues cherchant un centre. Et au cœur de ce chaos, il vit une porte minuscule. La même que dans son rêve, mais désormais à l'intérieur de sa poitrine. S'il l'ouvrait, il risquait de se perdre, mais s'il la laissait fermée, il resterait esclave. Il décida d'entrer une seconde fois, non dans le rêve, mais dans lui-même. Derrière cette porte intérieure, il découvrit un vaste espace d'obscurité où des silhouettes l'attendaient, silencieuses. C'étaient ses propres figures intérieures. Le juge, le fils, l'amant, le menteur, chacune parlait avec sa voix, chacune l'accusait d'avoir nié son existence. Il comprit alors que son inconscient n'était pas un ennemi, mais un peuple réclamant justice. Pour guérir, il devait les écouter. Le tribunal du soi s'ouvrait, et l'unique verdict possible serait la réconciliation. Un silence absolu s'installa, si profond qu'il devint presque un son. Il sentit ses multiples voix se fondre en une seule, grave, apaisée, sans mots. Ce n'était plus une lutte, mais une intégration. Le refus se dissolvait dans la reconnaissance. En sortant de ce lieu intérieur, il sut qu'il ne serait plus jamais le même. Non pas parce qu'il avait vaincu ses ténèbres, mais parce qu'il avait appris à les aimer. Le cri du silence n'était autre que le premier souffle de l'unité retrouvée. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout semblait identique. Et pourtant, tout avait changé. Le jour ordinaire baignait la pièce d'une clarté presque surnaturelle. Il respira profondément, comme si l'air lui appartenait pour la première fois. Rien n'était plus séparé, ni le rêve, ni la veille, ni le passé. Son regard, apaisé, embrassait le monde sans le juger. Il sourit en pensant que la conscience n'est pas une lumière qui chasse l'ombre, mais une lampe qui apprend à vivre avec elle. Chaque chose était à sa place, même l'incompréhensible. De retour à son cabinet, il reçut son premier patient depuis des jours. L'homme, nerveux, parla de rêves, de portes et de doubles. Il l'écouta en silence, mais cette fois, il ne projetait plus rien. Il ne cherchait ni à comprendre, ni à guérir. Il observait simplement la beauté du mystère. À travers ce patient, il reconnut son propre parcours. L'inconscient n'était pas un monstre à interpréter, mais un langage vivant qui demande écoute et respect. Ainsi commença sa vraie pratique, celle d'un homme enfin conscient de ne pas tout savoir. En sortant du cabinet, il aperçut la femme de verre sur le trottoir d'en face. Leurs regards se croisèrent sans un mot. Il sentit que le pardon n'était pas à demander, mais à comprendre. Elle sourit, un sourire doux et libre, comme une âme délivrée de son rôle dans son rêve. Ce n'était plus l'amour possessif du passé, mais la tendresse pure d'une reconnaissance. Il n'avait plus besoin d'elle pour se sentir entier. Il la voyait désormais comme la part de lumière qu'il avait su retrouver en lui-même. Sur le chemin du retour, il s'arrêta près d'un parc. Des enfants jouaient, riant aux éclats. Parmi eux,
Il crut voir le petit garçon aux yeux clairs qu'il avait visité dans le rêve. Leurs regards se croisèrent un instant. Le temps sembla s'arrêter. L'enfant leva la main et lui fit signe, comme pour dire « Yébé, tu peux jouer maintenant ». Yo, un rire discret s'échappa de ses lèvres. Il sentit que la vie ne demandait plus d'explications, seulement d'être vécue, dans la gratitude du mystère. Ce soir-là, il rentra chez lui et alluma la lampe sans peur. La pièce respirait avec lui. Les ombres étaient douces, presque amies. Dans le miroir, son reflet le regardait calmement, comme un frère enfin réconcilié. Il comprit que la vérité de l'homme n'est pas de se libérer de son inconscient, mais de lui donner une voix. La conscience n'était plus un combat, mais une union. Et tandis qu'il s'endormait, il entendit sa propre voix intérieure murmurer « Yogi, maintenant, tu peux rêver en paix ». Dans les jours qui suivirent, il marcha longtemps à travers la ville. Partout, il voyait des visages endormis, des gens parlant sans s'écouter, répétant des phrases apprises comme des prières mécaniques. Il comprit que la société entière vivait dans un rêve collectif, dicté par des forces inconscientes, le désir de pouvoir, la peur de la solitude, la nostalgie du contrôle. Le monde, comme lui autrefois, croyait être éveillé. Il sentit une immense tendresse pour cette humanité somnambule. Chacun dormait à sa manière, mais tous rêvaient la même illusion de liberté. Il observa un débat dans un café. Des hommes et des femmes parlaient avec passion de vérité, de justice, de morale. Mais chacun ne défendait que sa peur déguisée en conviction. Il comprit que le monde n'est pas gouverné par les idées, mais par les blessures invisibles qui les font naître. Les discours ne sont que les masques du désir. L'inconscient collectif, disait Freud, est la scène où chaque ego se joue pour éviter de se voir. Il sourit, non par mépris, mais par compassion. Il reconnaissait enfin le théâtre de sa propre espèce. En sortant, il croisa les vitrines illuminées, les écrans publicitaires, les visages numériques projetés sur les murs. Chaque image promettait bonheur, réussite. Immortalité. Il se vit en chacun d'eux, comme autrefois, l'homme qui veut être parfait pour ne plus souffrir. Mais il sut désormais que la perfection est un masque de la peur. Il marcha sans haine, en paix avec les reflets, conscient que même l'illusion a droit à l'existence, tant qu'on sait qu'elle n'est qu'un rêve. Un jeune homme l'aborda, hésitant. « Égard, vous êtes bien le docteur que l'on dit fou ? Celui qui parle à ses rêves ?» Yo, il sourit. « Ega, je parle à ceux qui rêvent en moi. » Yo, le jeune homme, troublé, resta silencieux. Il lui posa une seule question. « Ega, et vous, écoutez-vous ceux qui rêvent en vous ?» Yo, le regard du jeune homme vacilla. Une graine venait d'être semée. Car transmettre la conscience, c'est réveiller chez l'autre ce qu'il croyait mort. Le savoir ne se donne pas, il se réveille. De retour chez lui, il se regarda une dernière fois dans le miroir. Ce qu'il vit n'était plus un visage, mais le monde tout entier reflété dans ses yeux. Chaque être, chaque geste, chaque mot faisait partie de lui. Il comprit alors la plus haute leçon de Freud. L'inconscient ne sépare pas, il relie. Ce que l'homme refoule en lui, l'humanité le rejoue à grande échelle. Voir l'inconscient, c'est voir le monde et aimer malgré tout. Il éteignit la lampe, laissant le miroir briller seul dans la nuit. La nuit revint, mais sans menace. Il s'allongea, conscient que le sommeil n'était plus une fuite, mais un passage. Cette fois, il entra dans le rêve avec douceur. Tout y était calme. La mer, le vent, la lumière. Au loin, une silhouette l'attendait. Celle de l'enfant qu'il avait été. L'enfant souriait,
tenant dans sa main une petite lampe. « Ogé, tu peux te reposer maintenant, Ye, dit-il. Et pour la première fois, il sentit que son inconscient et sa conscience ne faisaient plus qu'un seul souffle. Le rêve était devenu un lieu d'accord. Il suivit l'enfant jusqu'à une colline baignée d'une lumière dorée. En haut, il vit des milliers de lampes suspendues dans l'air, chacune battant au rythme d'un cœur humain. L'enfant lui expliqua sans parler. « Ego, chaque lampe est une conscience qui s'est reconnue. » Il comprit que l'éveil n'était pas une conquête personnelle, mais un relais. Celui qui s'éveille éclaire les autres sans le vouloir. L'inconscient collectif s'allume peu à peu, comme un ciel d'aube partagé. Tout autour de lui, les visages de ceux qu'il avait connus, patients, amants, ombres, apparurent, paisibles. Chacun portait un fragment de lui, comme un puzzle enfin complet. Il sentit la frontière du Yaoga, moi-eux se dissoudre dans une chaleur inédite. Plus de division, plus de lutte, seulement une respiration infinie. Il pensa à Freud, à cette intuition immense, que nos vies sont gouvernées par ce que nous refusons de voir. Et il remercia intérieurement cette force invisible qui, sous 1000 formes, avait toujours voulu le conduire à la clarté. Puis, tout disparut. Il se retrouva seul dans un silence pur, plus vaste que la pensée. Ce n'était pas le néant, mais la présence absolue. Là, il comprit que l'âme n'est pas une entité, mais un mouvement, le va-et-vient éternel entre la lumière et l'ombre. L'inconscient n'était plus un secret à percer, mais un rythme à écouter. Le silence se fit musique. La nuit se fit tendresse. La vie reprenait sa place, immense et tranquille. Le matin, il ouvrit les yeux. Le monde respirait lentement, en accord avec lui. Les bruits de la rue, le battement de son cœur, la lumière sur le mur, tout chantait la même harmonie. Il sut qu'il ne chercherait plus de sens, car le sens est dans la présence. Il sourit, simplement, et murmura. Yoga, rien n'est caché. Yo le rêve, la conscience, le monde, tout n'était qu'un seul et même éveil. Et tandis qu'il se leva, le miroir, resté sur la table, refléta une lumière qu'aucun soleil n'avait encore donnée.